Il est rare qu'un cataclysme se produise sans phénomène avant-coureur. L'attentat autrichien, l'orage du procès Caillaux, répandaient une atmosphère irrespirable, propice à l'extravagance. Aussi, mon vrai souvenir de guerre précède la guerre. Voici comment. Nous nous moquions, mes frères et moi, d'un de nos voisins, homme grotesque, nain à barbiche blanche et à capuchon, conseiller municipal, nommé Maréchaux. Tout le monde l'appelait le père Maréchaux. Bien que porte à porte, nous nous défendions de le saluer, ce dont il l'enrageait si fort qu'un jour, n'y tenant plus, il nous aborda sur la route et nous dit « Eh bien, on ne salue pas un conseiller municipal ?» Nous nous sauvâmes. À partir de cette impertinence, les hostilités furent déclarées. Mais que pouvait contre nous un conseiller municipal ? En revenant de l'école, et en y allant, mes frères tiraient sa sonnette, avec d'autant plus d'audace que le chien, qui pouvait avoir mon âge, n'était pas à craindre. La veille du 14 juillet 1914, en allant à la rencontre de mes frères, quelle ne fut pas ma surprise de voir un attroupement devant la grille des Maréchaux. Quelques tilleuls élagués cachaient mal leur villa au fond du jardin. Depuis 2 heures de l'après-midi, leur jeune bonne, étant devenue folle, se réfugiait sur le toit et refusait de descendre. Déjà, les Maréchaux, épouvantés par le scandale, avaient clos leur volée, si bien que le tragique de cette folle sur un toit s'augmentait de ce que la maison parut abandonnée. Des gens criaient, s'indignaient que ses maîtres ne fissent rien pour sauver cette malheureuse. Elle titubait sur les tuiles, sans d'ailleurs avoir l'air d'une ivrogne. J'eusse voulu pouvoir rester là toujours, mais notre bonne, envoyée par ma mère, vint nous rappeler au travail. Sans cela, je serais privé de fête. Je partis la mort dans l'âme et priant Dieu que la bonne fût encore sur le toit lorsque j'irai chercher mon père à la gare. Elle était à son poste, mais les rares passants revenaient de Paris, se dépêchaient pour rentrer dîner et ne pas manquer le bal. Il ne lui accordait qu'une minute distraite. Au fantastique de cette maison du crime, sur le toit de laquelle se promenait, comme sur un pont de navire pavoisé, une femme aux cheveux flottants, contribuait beaucoup la voix de cette femme, inhumaine, gutturale, d'une douceur qui donnait la chair de poule. Les pompiers d'une petite commune, étant des volontaires, ils s'occupent tout le jour d'autre chose que de pompes. Ces braves arrivèrent enfin et fendirent la foule. Une femme s'avança. C'était l'épouse d'un conseiller municipal, adversaire de Maréchaux, et qui, depuis quelques minutes, s'apitoyait bruyamment sur la folle. Elle fit des recommandations au capitaine. « Essayez d'apprendre par la douceur. Elle en est tellement privée, la pauvre petite, dans cette maison où on la bat. Surtout, si c'est la crainte d'être renvoyée, de se trouver sans place, qui l'a fait agir, dites-lui que je la prendrai chez moi. Je lui doublerai ses gages. » Cette charité bruyante produisit un effet médiocre sur la foule. La dame l'ennuyait. On ne pensait qu'à la capture. Les pompiers, au nombre de 6, escaladèrent la grille, cernèrent la maison, grimpant de tous les côtés. Mais à peine l'un d'eux apparut-il sur le toit que la foule, comme les enfants à Guignol, se mit à vociférer, à prévenir la victime. « Taisez-vous donc !» criait la dame, ce qui excitait les « En voilà un ! En voilà un !» du public. À ces cris, la folle, s'armant de tuiles, en envoya une sur le casque du pompier parvenu au fait. Les 5 autres redescendirent aussitôt. Les voyous, qui préféraient ce spectacle à la foire, voulaient cependant combiner les plaisirs. Aussi, tremblant que la folle fût prise en leur absence, couraient-ils faire vite un tour de chevaux de bois. D'autres, plus sages, installés sur les branches des tilleuls, comme pour la revue de Vincennes, se contentaient d'allumer des feux de Bengale, des pétards. On imagine l'angoisse du couple Maréchaux chez soi, enfermé au milieu de ce bruit et de ces lueurs. Le conseiller municipal, époux de la dame charitable, grimpé sur un petit mur de la grille, improvisait un discours sur la couardise des propriétaires. On l'applaudit. Croyant que c'était elle qu'on applaudissait, la folle saluait, un paquet de tuiles sous chaque bras, car elle en jetait une chaque fois que miroitait un casque. De sa voix inhumaine, elle remerciait qu'on l'eût enfin comprise. Je pensais à quelques filles
capitaine corsaire restant seul sur son bateau qui sombre. La foule se dispersait un peu lasse. J'aurais voulu rester avec mon père, tandis que ma mère, pour assouvir ce besoin de mal au cœur qu'ont les enfants, conduisait les siens au manège en montagne russe. Certes, j'éprouvais cet étrange besoin plus vivement que mes frères. J'aimais que mon cœur batte plus vite et irrégulièrement. Ce spectacle d'une poésie profonde me satisfaisait davantage. « Comme tu es pâle !» avait dit ma mère. Je trouvais le prétexte des feux de Bengale. Il me donnait, dis-je, une couleur verte. « Je crains tout de même que cela l'impressionne trop, » dit-elle à mon père. « Oh !» répondit-il, « personne n'est plus insensible. Il peut regarder n'importe quoi, sauf un lapin qu'on écorche. » Mon père disait cela pour que je restasse, mais il savait que ce spectacle me bouleversait. Je sentais qu'il le bouleversait aussi. Je lui demandais de me prendre sur ses épaules pour mieux voir. En réalité, j'allais m'évanouir. Mes jambes ne me portaient plus. Maintenant, on ne comptait qu'une vingtaine de personnes. Nous entendîmes les clairons. C'était la retraite au flambeau. 100 torches éclairaient soudain la folle, comme, après la lumière douce des rampes, le magnésium éclate pour photographier une nouvelle étoile. Alors, agitant ses mains, en signe d'adieu, et croyant à la fin du monde, ou simplement qu'on allait la prendre, elle se jeta du toit, brisa la marquise dans sa chute avec un fracas épouvantable pour venir s'aplatir sur les marches de pierre. Jusqu'ici, j'avais essayé de supporter tout, bien que mes oreilles tintassent et que le cœur me manquât. Mais quand j'entendis des gens crier « Elle vit encore !» « Elle vit encore !» je tombais, sans connaissance, des épaules de mon père. Revenu à moi, il m'entraîna au bord de la Marne. Nous y restâmes très tard, en silence, allongés dans l'herbe. Au retour, je crus voir derrière la grille une silhouette blanche, le fantôme de la bonne. C'était le père Maréchaux, en bonnet de coton, contemplant les dégâts, sa marquise, ses tuiles, ses pelouses, ses massifs, ses marches couvertes de sang, son prestige détruit. Si j'insiste sur un tel épisode, c'est qu'il fait comprendre mieux que tout autre l'étrange période de la guerre, et combien plus que le pittoresque me frappait la poésie des choses.